Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter Photoshop. Évidemment, le logiciel est sorti en 1990, donc là, ça fait très très longtemps que le logiciel existe, mais on va dire qu'il est jamais trop tard pour faire une vidéo. Ça sera une vidéo dédiée principalement aux débutants qui veulent découvrir le logiciel. Je vais pas faire de création réellement, ce que je vais faire, c'est surtout vous montrer les principaux outils et oui, voilà, les principaux outils et éléments qui vont vous permettre de démarrer dans la retouche de vos photos. Avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche. Je ferai plus de vidéos comme ça cette année, donc si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Et puis c'est parti. Donc il vous faudra évidemment Photoshop pour pouvoir suivre ce tuto. Et comme je vous l'ai dit, je vais simplement vous présenter les principaux outils de Photoshop. Moi, je ne l'utilise pas pour faire je l'utilise pas pour faire du dessin. Je ne fais pas vraiment de retouches photo. J'utilise Photoshop principalement dans deux situations. Pour faire mes vignettes, par exemple, pour faire mes vignettes pour mes vidéos, pour embellir des images, et je l'utilise également dans le cadre de mon travail en tant que développeur web. J'ai régulièrement des maquettes Photoshop, bien que maintenant on migre principalement sur Figma, mais j'ai encore des maquettes Photoshop, et je vais me servir de ces maquettes Photoshop pour développer en HTML et CSS le site web, pour faire l'intégration. Donc voilà les deux cas dans lesquels j'utilise Photoshop. J'utilise ce logiciel depuis très 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 longtemps. Ça doit faire peut-être 15 ans. Mais je suis compétent que sur les choses que je connais. Je serais incapable de vous de vous dessiner quelque chose en live ou de faire de la retouche photo très très poussée. Photoshop, il y a tellement de fonctionnalités que on ne maîtrise jamais tout. Moi, je maîtrise uniquement les outils que j'utilise au quotidien. Bon, ça c'est l'interface de base de Photoshop. Pour pouvoir créer un nouveau projet, vous faites CTRL-N. Lorsque vous faites CTRL-N, ça vous ouvre une petite fenêtre. Et ici, vous allez avoir la possibilité de choisir des dimensions pour votre image. Je peux par exemple faire du HD. Je vais faire 1280 par 720. OK. Et là, ça me crée mon espace de travail en HD. Ici, j'ai la loupe. La loupe, je peux cliquer gauche, ou faire clic droit, zoom arrière. Donc si je fais clic gauche, ça zoome. Et après, je peux faire Alt, clic gauche, et ça dézoome. Lorsque j'appuie sur Alt, vous voyez, ça change le curseur, et ça passe de zoom in à zoom out. Ici, vous avez donc la possibilité de changer également le mode de zoom, si vous voulez zoomer ou dézoomer. Et ça, c'est pratique pour pouvoir vous déplacer dans votre image. Alors, ce que je vais faire, c'est prendre le pinceau ici. Là, vous avez l'outil pinceau, et là, vous avez les couleurs. Je vais prendre le pinceau, je vais prendre une couleur. Donc on a vraiment un sélecteur de couleurs classique. Et dès que vous choisissez un outil, ça vous modifie très légèrement l'interface pour faire apparaître les réglages de l'outil en question. Donc là, parmi les réglages, je peux choisir le pinceau que je souhaite utiliser. Il y a des pinceaux plutôt soft, plutôt durs, plutôt aspect crayon, etc. Bref, je vais rester sur un pinceau classique. Par contre, je vais diminuer l'épaisseur comme ça pour avoir un pinceau beaucoup plus petit. Alors l'épaisseur, je peux également la changer en appuyant sur Alt et en faisant un clic droit avec ma souris. Si je maintiens Alt et que je maintiens un clic droit et que je fais glisser ma souris comme ça va modifier la taille du curseur. Et ici, ensuite, je peux dessiner pour piocher une couleur. Parce que là, sans faire exprès, j'ai changé, j'ai perdu le violet et j'ai pioché la couleur blanche. Pour piocher une couleur sur votre espace de travail, avec le pinceau actif, vous allez maintenir Alt. En maintenant Alt, ça fait apparaître la pipette, et grâce à la pipette, je vais pouvoir venir cliquer sur une couleur pour la sélectionner. Ensuite, je peux l'utiliser. On a la possibilité d'avoir deux couleurs. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai deux couleurs. Le raccourci clavier, c'est X. Avec X, je peux passer d'une couleur à l'autre. Et là, cette couleur, je peux pareil prendre la pipette et par exemple prendre la même couleur mais avec un ton un peu plus clair. Et je vais avoir la possibilité de dessiner quelque chose de plus clair. Donc Alt, molette, ça permet de zoomer, dézoomer.
On n'est pas obligé de passer par la loupe pour zoomer, dézoomer, donc c'est super important de savoir se déplacer dans son espace de travail. Si vous appuyez sur Espace, ça fait apparaître la main. Ensuite, vous pouvez cliquer et glisser pour pouvoir vous déplacer dans votre espace de travail, comme ceci. Donc voilà, il y a plusieurs façons de se déplacer dans l'espace de travail, avec Alt pour zoomer, dézoomer, grâce à la molette, et Espace pour pouvoir vous déplacer. Donc ensuite, on a accès à des outils classiques. Ici, j'ai l'outil Form, Shape en anglais. Si je fais clic droit, ça me fait apparaître les différentes formes disponibles. Je peux créer un rectangle arrondi, une ellipse, un polygone, un trait. Je vais par exemple prendre le rectangle. Et lorsque je sélectionne donc l'outil, comme je vous l'ai dit, ça va automatiquement changer les quelques réglages en haut de mon interface. Donc selon l'outil que vous utilisez, ça va changer les réglages. Là, quels sont les réglages? On a la couleur de fond et la couleur pour le contour. Si je veux personnaliser la couleur pour mon contour, je peux appuyer sur Alt, ça fait apparaître la pipette, et je viens sélectionner ma couleur. Donc en fait, ce que je veux, c'est avoir le violet foncé. J'appuie sur X, et je prends la pipette pour récupérer le violet clair. Donc là, en réalité, j'ai mes deux couleurs. Et ce qui fait que ensuite, je peux venir piocher les deux couleurs que j'ai enregistrées. Donc là, j'ai ma couleur de fond, ma couleur de contour. Et là, je peux dessiner un rectangle. Ça va me créer donc un rectangle avec le contour. Là, ça se voit pas très bien. Ce que je peux faire, c'est agrandir la taille du contour pour vous montrer qu'on a bien le contour avec le violet qui est plutôt foncé. On a la main sur les réglages au niveau de la largeur et de la hauteur du rectangle, etc. Lorsque vous créez ce type de forme, c'est pas des formes qui sont, comment dire, c'est comme si on avait du vectoriel, c'est pas pixelisé. Si vous voulez convertir cette chose-là en calque pixelisé, vous devez aller ici à droite dans les calques. Donc sur la partie de droite, vous allez retrouver les calques. Les calques, c'est les différentes couches que vous avez sur votre espace de travail. Donc là, on retrouve bien le rectangle qui est dans un calque à part, que je peux masquer ou afficher d'ailleurs. Et là, je peux faire clic droit dessus et pixeliser le calque. Donc là, je me retrouve avec une image qui a été pixelisée et je ne peux plus modifier mon rectangle. J'ai plus accès à la largeur ou à la hauteur. Je ne peux plus réellement modifier mon rectangle. Maintenant, c'est devenu une image classique. Et puis, je pourrais appliquer des modifications dessus si je le souhaite. Et comme je vous l'ai dit, chaque calque étant indépendant, je peux le masquer ou l'afficher. Là, je suis sur un nouveau calque, du coup. Ce qui fait que si je prends mon pinceau et que je peins sur ce nouveau calque, eh bien, tout ce que je vais faire sera appliqué sur ce calque-là. Vous voyez, si je le désactive, tout disparaît. On a la possibilité de fusionner les calques. On peut aplatir l'image. Pour cela, on va aller sur le menu calque ici. Et on va sélectionner aplatir l'image. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va me fusionner tous mes calques. Et du coup, j'ai un seul calque sur lequel tout est regroupé. Évidemment, ça, on ne le fait pas, on le fait qu'à la fin, lorsqu'on a terminé de travailler. Parce que le but d'avoir des calques, c'est de pouvoir travailler sur justement différents calques pour différentes tâches. Si vous dessinez un personnage, vous pouvez avoir un calque pour les yeux, un pour le visage, un pour les cheveux. Et ensuite, une fois que vous avez terminé votre travail, vous pouvez fusionner. Mais l'idée d'avoir plusieurs calques, c'est justement, si vous vous trompez ou s'il y a un problème sur un des calques, vous ne cassez pas tout votre travail. D'ailleurs, on a la possibilité de faire une copie d'un calque très rapidement. Pour cela, votre calque ici, vous pouvez le prendre, vous cliquez dessus, et vous le faites glisser tout en bas sur cette icône-là en bas à droite. Ça va automatiquement créer une copie du calque. Donc vous pouvez casser la copie. Puisque de toute façon, on aura toujours l'original ici, qui n'aura pas été affecté par vos modifications. Régulièrement, lorsque vous allez travailler avec Photoshop, vous verrez qu'il y a des calques qui sont verrouillés. Lorsqu'un calque est verrouillé, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire sur le calque. Il est protégé pour certaines choses. Si vous voulez déverrouiller un calque, il faut double-cliquer sur le calque. Ça fait apparaître cette petite pop-up. Vous cliquez juste sur OK. Et là, le cadenas disparaît et le calque est déverrouillé.
Vous pouvez ensuite créer autant de calques que vous le souhaitez en cliquant juste sur le calque ici, et ça va automatiquement ajouter des calques au-dessus de votre sélection. Donc là, j'ai plein de calques qui sont transparents, et je peux me mettre sur le calque de mon choix pour pouvoir travailler justement sur un calque en particulier. Vous pouvez également créer des dossiers ici. Donc un dossier, c'est un groupe. Et dans ce groupe, je peux maintenir Shift et cliquer sur les calques. Donc je peux faire une sélection multiple. Et dans ce groupe, je vais pouvoir venir faire glisser plusieurs calques et justement tout regrouper dans ce dossier. Maintenant, si je masque le groupe, ça va automatiquement masquer l'intégralité des calques qui sont présents dans ce groupe. Bon, je vous ai parlé de la loupe, je vous ai parlé des formes, on a le texte. Alors moi, ce que je fais en général, c'est que je vais créer une zone de l'écran qui sera colorée. Je vais par exemple prendre une couleur jaune comme ça. Je prends le pinceau avec une grande épaisseur, voire une très grande épaisseur. Bon, imaginez que ça soit un bandeau en bas de mon écran. L'outil texte permet de faire du texte. Donc là, j'ai mon fond jaune, et par-dessus, je peux écrire mon titre. Donc votre texte, vous pouvez faire CTRL-A pour tout sélectionner. Ici, je peux le déplacer avec l'outil de sélection. Je peux repartir en mode texte et donc tout sélectionner. On a la possibilité de modifier la police d'écriture. On peut modifier la graisse de la police pour le faire en gras, en italique, en normal. On peut modifier la taille de la police d'écriture. Et ensuite, en l'occurrence, pour le texte, on a d'autres réglages, d'autres propriétés qui peuvent être utiles. Par exemple, je vais à la ligne et je marque mon titre sur 2 lignes. Bon, vous voyez que là, c'est un petit peu compliqué. On voit directement qu'il y a un problème. Je voudrais qu'il y ait plus d'espace entre les lignes et je voudrais centrer mon texte. Alors pour centrer mon texte, je peux utiliser cette icône-là, ce qui fait que ça va centrer les éléments. Alors ça ne les centre pas par rapport à l'écran, hein, comme vous pouvez le voir. Ça les centre par rapport à chaque ligne. Chaque ligne sera bien centrée au niveau de l'indentation de mon texte. Et ensuite, si je veux ajouter de l'espace entre mes lignes, je vais pouvoir venir ici sur les caractères. Là, ça va m'afficher une fenêtre de propriété. Il faut que je sélectionne le texte sur lequel je veux agir. Donc là, c'est déjà le cas. Et là, en l'occurrence, je peux modifier l'espacement vertical. Enfin, ça, c'est l'interligne. Je peux modifier l'espacement horizontal entre les caractères. On peut modifier plein de choses. Donc là, en l'occurrence, moi, ce que je veux, c'est modifier l'espace entre les lignes, comme ceci. Maintenant, je voudrais centrer mon texte à l'écran, mais je ne sais pas trop comment faire. Je voudrais que ce soit parfaitement centré horizontalement. Je ne sais pas trop comment faire. Alors la petite astuce, ça serait par exemple de regarder quelle est la taille de notre calque, et le calque fait 1280. Ça veut dire que si je me mets à la moitié, j'aurai le centre, et la moitié c'est 640 pixels. J'ai la possibilité d'afficher des repères sur mon espace de travail. Pour cela, je vais approcher la souris de la gauche de mon écran, ici, sur la règle. Je vais cliquer sur la règle et faire glisser un repère comme ça au centre de l'écran en 640. Alors là, je vais faire une toute petite pause parce que je sais que dans certains cas, la règle n'apparaît pas. Et d'ailleurs, il y a certains éléments ici du menu que j'ai présenté qui peuvent ne pas être présents sur votre interface. Vous pouvez tout afficher. Dans le menu Fenêtre, ici, vous pouvez décider ce que vous voulez afficher dans votre espace de travail. Vous avez la possibilité d'afficher les calques, d'afficher les caractères. C'est ce que je vous ai présenté pour l'interligne. Vous pouvez afficher les couleurs, c'est ce que j'ai tout en haut à droite de mon interface. Donc voilà, vous avez la possibilité d'afficher ou de masquer certaines fenêtres de l'interface de Photoshop. Donc c'est ici que vous allez retrouver ces réglages. Et au niveau de la règle, vous devez aller dans Affichage. Dans Affichage, vous pouvez notamment afficher les extras et afficher la règle. Le raccourci clavier, c'est CTRL-R. Vous voyez, là, la règle, je la masque, et si je fais CTRL-R, elle réapparaît. Bon. J'ai mis mon repère au centre de l'écran. Ici, je suis sur mon calque texte,
et je veux centrer mon texte à l'écran. Alors moi, j'ai le magnétisme. Dans Affichage, vous voyez que j'ai le magnétisme qui est activé. Le magnétisme va me permettre de pouvoir fixer les éléments à certains endroits. Vous voyez, là, si vous regardez bien, vous voyez que le texte s'ancre. Le texte s'ancre et se bloque au niveau de mon repère. Ça, c'est grâce au magnétisme. Le magnétisme comprend que j'essaye de centrer mon texte et automatiquement, il va venir se bloquer ici. Si vous voulez être sûr que le texte est bien centré, vous pouvez le sélectionner. Donc là, j'utilise l'outil de déplacement, en fait. Je sélectionne mon texte de façon classique ici, avec l'outil de déplacement. Et si je veux vérifier qu'il est bien centré, je vais faire CTRL-T. CTRL-T, ça me fait apparaître l'outil Transform. Cet outil Transform permet de redimensionner, comme ça, d'écraser un texte, de le transformer. CTRL-Z pour annuler. Et si j'approche ma souris vraiment d'un bord, d'un coin de ma sélection, là, comme ça, j'ai même la possibilité de tourner le texte. Bon, là, pourquoi est-ce que j'ai affiché ce repère? Juste parce que, grâce à ça, on voit que j'ai les petits carrés ici, dans mon repère, qui sont centrés par rapport à ma sélection. Et je vois que ces petits carrés sont bien alignés sur mon repère bleu ici en arrière-plan. Donc je constate que mon texte est bien centré. Alors toujours en mode texte, je repasse sur le mode texte, je peux sélectionner mon texte, faire CTRL-A, et j'ai la possibilité de changer la couleur ici en haut. Donc j'ai la possibilité de changer la couleur de mon texte, ou juste de un mot. Je peux sélectionner juste ce mot-là, et modifier la couleur de ce mot-là. Et je peux également juste mettre dans une graisse encore plus élevée, juste cette partie-là de mon titre. Donc voilà pour les outils et les réglages du texte. Ensuite, il y a l'outil plume qui est super intéressant et que j'utilise souvent. Ça, en général, je l'utilise pour pouvoir faire un détour. Je vais vous montrer un exemple ici. Si je veux faire un détour de la cocotte ici, là, bah je ne sais pas trop comment faire. Il y a plusieurs façons de pouvoir faire un détour pour découper une forme. L'outil plume, c'est une des façons pour pouvoir donc détourer un élément. Je vais utiliser Alt-molette pour zoomer, zoomer, zoomer. Et imaginons que on veut découper la poule. Alors on va ignorer les jambes, je vais juste faire un détour du corps. Je prends l'outil plume et je clique ici. Ensuite, je regarde un petit peu les contours de mon personnage. Ici, c'est une ligne droite, donc je vais aller au bout de la ligne droite par là. OK. Puis, je me décale ici, je clique, je me décale par là, je clique. J'appuie sur espace, je clique et je déplace pour pouvoir déplacer ma vue. Je relâche espace, je vais cliquer ici, ici. Donc, je vais faire très rapidement parce que sinon, ça peut prendre pas mal de temps. Donc là, ce que je fais, c'est que je clique à chaque fois que j'arrive sur un coin de mon sujet que j'essaye de détourer. Voilà, et là, je ferme le parcours. Donc là, j'ai fini mon détour, je ferme le parcours. Et maintenant, comment faire une sélection à partir de ça? Je vais aller ici dans les tracés, à droite. Dans les tracés, je peux voir le tracé que j'ai effectué. Et ce petit outil ici va me permettre de justement sélectionner la cocotte. Et là, je peux faire CTRL-X par exemple pour découper ça. Je peux retourner ici, CTRL-V. Je prends l'outil déplacer et là, je peux positionner la cocotte par là. CTRL-T pour faire un transform. Je peux redimensionner et si je maintiens Shift, ça va garder les proportions. Et je peux donc positionner mon élément ici sur mon image. Une autre façon de sélectionner, alors je vais vous montrer ça ici. Une autre façon de sélectionner, c'est d'utiliser le rectangle de sélection. Ce rectangle de sélection, si je veux sélectionner ce rectangle violet par exemple, eh bien je vais prendre le rectangle de sélection ici, et puis là, grossièrement, je vais venir faire ma sélection ici. CTRL-C pour copier, CTRL-N pour créer un nouveau document, et là je vais faire OK directement, parce que ça va me créer un document
exactement de la taille de ma sélection. CTRL-V pour coller et Alt-molette pour zoomer. Bon, là j'ai fait ma sélection, vous voyez que je me suis un petit peu raté, j'ai pris les bords en haut et en bas. Lorsque vous faites ça et que vous avez trop sélectionné, vous pouvez utiliser l'outil Crop. L'outil Crop va permettre de cropper l'image, c'est-à-dire de retirer certaines parties de l'image. Donc là, je zoome, je zoome, et on voit que je peux déplacer les poignées ici, comme ça. Je dézoome, et je vais en bas, et je zoome en bas. J'attrape la poignée ici, et je la déplace par là. Je dézoome, je fais entrer, je disais, voilà, pour valider mon crop, et là, je me retrouve avec ma sélection. Ça marche si jamais la forme est rectangulaire. Si vous faites clic droit sur le rectangle de sélection, ça vous fait apparaître d'autres types de sélection, comme par exemple l'ellipse. Alors là déjà, vous voyez, ma sélection est toujours active, je fais CTRL-D pour désélectionner. Faites bien attention parce que lorsque vous avez une sélection active, comme ça, active, si vous prenez le pinceau et que vous peignez, ça ne va peindre que dans la sélection. Donc évidemment, vous faites CTRL-D pour désélectionner, si jamais vous voulez peindre de partout. En revanche, si vous voulez peindre à l'extérieur d'une sélection, imaginons que je ne veuille pas peindre sur la cocotte parce que je ne veux pas du tout l'impacter. Je veux protéger cette zone. Je vais faire une sélection ici de la cocotte. Et là, je vais aller sur le menu sélection et je vais faire intervertir. Ce qui fait que ça a inversé ma sélection. Si je prends mon pinceau et que je peins, ça va peindre de partout, sauf sur ma zone de sélection. CTRL-D pour désélectionner. Alors maintenant, j'étais en train de vous expliquer les différentes façons de sélectionner une partie de votre calque. Si je veux sélectionner par exemple le rectangle jaune qui est juste ici, je peux utiliser la baguette magique ici. La baguette magique permet de sélectionner une couleur en quelque sorte et de automatiquement faire la sélection de cette couleur. Là, si je fais CTRL-X, vous voyez que ça a bien pris ma sélection. Je vais faire CTRL-Z. Maintenant, imaginons que je veuille sélectionner l'intégralité de la couleur jaune sur mon document. Je vais faire CTRL-D et je vais venir décocher l'option pixels contigus. Les pixels contigus, ça va permettre de faire la sélection uniquement des pixels qui se touchent. Mais là, vous voyez qu'entre le jaune qu'il y a là et le jaune qu'il y a là, il n'y a aucun contact. Si je décoche l'option pixels contigus, ça va faire ma sélection de partout sur mon document en se basant sur la couleur. Là, si je fais CTRL-X, vous voyez que ça m'a bien répercuté les modifications sur tout le document. Je vais faire CTRL-Z. Je vais réactiver les pixels contigus. Et maintenant, je vais vous parler de la tolérance. Là, si je clique sur le rectangle violet clair, ça le sélectionne. Si je clique sur le violet foncé, ça le sélectionne. Maintenant, si je veux sélectionner des couleurs proches, parce que le violet clair et le violet foncé sont assez proches, si je veux faire une sélection de ces deux couleurs en même temps, je peux soit cliquer sur le violet foncé, maintenir Shift et cliquer sur le violet clair, donc là ça va me faire une double sélection. Mais vous voyez, c'est pas très précis ici parce que ça m'a ignoré ça. Donc moi ce que je veux, c'est vraiment tout sélectionner. Donc ce que je vais faire, c'est CTRL-D. Voilà. Et je vais de nouveau faire une sélection, mais cette fois-ci, je vais modifier la tolérance. Là, on était à 22. Je vais augmenter par exemple à 116 et je clique. Et là, vous voyez que ça a sélectionné les deux couleurs. La tolérance, c'est la marge d'erreur que vous acceptez de donner à la sélection. Si vous mettez une tolérance de 1, ça sélectionnera uniquement exactement la même couleur. Ça sélectionnera vraiment la couleur très précisément. Si vous mettez une tolérance de 10, ça va appliquer une toute petite tolérance sur la couleur. Ça veut dire que ça prendra exactement la couleur, mais on va accepter un tout petit dégradé, comme par exemple cette couleur-là ici, que j'ai au niveau de la liaison. Si en revanche je mets une tolérance très élevée, bah, à ce moment-là, ça prendra le violet, qu'il soit clair ou foncé, peu importe, ça va tout sélectionner. Donc voilà, ça c'est une notion importante à comprendre. Quoi d'autre? Donc la pipette, j'en ai parlé rapidement. Ça permet de piocher une couleur et de l'ajouter ici dans votre zone de couleur.
Et une fois que vous avez la couleur, ben, vous pouvez peindre avec. À chaque fois que vous avez des outils, vous pouvez faire clic droit sur l'outil et ça vous affiche les alternatives. Chaque outil existe en plusieurs versions. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je vais quand même me concentrer sur les principaux outils. Mais voilà, sachez que vous pouvez aller dans le détail et regarder notamment sur la documentation. Alors tout à l'heure, j'ai dessiné grossièrement un arrière-plan en jaune. En général, ce que je fais, c'est que je prends le rectangle de sélection, je fais un gros rectangle comme ça, je prends le pinceau, Alt pour passer en mode pipette, je clique, je choisis la couleur, et là je dessine dans le rectangle, ce qui fait que je me retrouve avec vraiment un arrière-plan net, et je fais pas un petit gribouillage comme j'ai fait dans le tuto. Là on a quelque chose de bien droit, bien propre. On a l'outil tampon ici qui va vous permettre, alors moi je l'utilise très peu, mais ça peut vous permettre de venir piocher une couleur. Donc là, je suis en mode outil tampon, je fais Alt pour pouvoir prendre une couleur. Donc là, je vais cliquer ici. Et vous voyez, en gros, ça va se baser sur la zone que j'ai sélectionnée. Donc j'ai cliqué à peu près ici. Et maintenant, je peux peindre où je veux. Et ça va donc suivre la zone que j'ai sélectionnée. Je peux faire Alt et clic droit pour agrandir ou diminuer mon pinceau. Et là, vous voyez que si j'essaye de peindre, ça va suivre en même temps mes mouvements pour pouvoir me permettre de dessiner une sorte de copie de la zone sélectionnée, mais avec un décalage. Ça peut vous permettre de faire notamment de la retouche photo. Si vous voulez faire une retouche d'un portrait, d'un visage, et qu'il y a des imperfections sur le visage, vous pouvez utiliser cet outil pour prendre une partie du visage où il n'y a pas d'imperfection et peindre sur une partie du visage où il y a une imperfection. Ce qui fait que vous allez pouvoir réutiliser exactement le grain de peau de la personne sur laquelle vous êtes en train de faire la retouche. Je ne sais pas si ça a été clair, mais bon, vous avez compris le principe. On a l'outil gomme, qui comme le nom l'indique permet de gommer. Donc ça va effacer une partie de l'écran. On a l'outil remplissage ici, qui permet de remplir un espace vide, juste en cliquant. On a l'outil goutte d'eau qui permet de... Ça permet de fusionner deux éléments qui se touchent. Alors, je vais essayer de vous montrer un exemple ici, même si c'est pas très parlant. Vous voyez, j'ai la couleur violette, la couleur jaune, et puis on voit que entre les deux, il y a une zone où c'est pas très beau. Il y a des pixels qui manquent. La goutte d'eau va permettre de faire une sorte de fusion de ces deux éléments-là, de faire un mélange de pixels en piochant un peu de la couleur de l'un, un peu de la couleur de l'autre, pour pouvoir faire en sorte que les liaisons soient propres. Donc là, si je peins, vous voyez que ça va essayer de me faire une fusion avec une transition, pour pas qu'il y ait de choses pas très belles. Bon, vous comprenez le principe. Ce que je vais faire, c'est essayer de vous montrer encore quelques outils de la barre d'outils ici, mais sur une image un peu concrète. Tout à l'heure, on parlait de défauts sur la peau. Donc là, par exemple, si je zoome très très proche, on voit qu'il peut y avoir des défauts sur la peau. On a l'outil ici, l'outil correcteur localisé. Cet outil va permettre, de façon intelligente, de rectifier des défauts. Donc je peux faire Alt-clic droit et bouger ma souris comme d'habitude pour changer mon curseur ici, la taille du curseur. Et donc cet outil correcteur localisé permet de corriger des défauts. Si j'ai des grains de beauté là, je peux cliquer dessus et ça disparaît, vous voyez. Automatiquement, l'outil va venir piocher ce qu'il y a autour de l'endroit où j'ai cliqué pour pouvoir me proposer une version plus sympa donc de la zone. Donc ça permet d'enlever des imperfections sur la peau. Ça permet également d'enlever des rides au niveau des yeux. Alors là, il n'y a pas trop de rides, mais je peux essayer de vous montrer un exemple ici. Ça va piocher un petit peu tout autour pour pouvoir donc enlever ces imperfections. Ça peut permettre d'enlever des petits cheveux, par exemple. Là, si je veux enlever ce cheveu ici, je peux peindre tout ce cheveu, comme ça. Et puis voilà, ça va essayer de piocher
les zones autour, pour pouvoir compléter l'image et remplacer le contenu que je souhaite modifier. Comme je vous l'ai dit, donc là c'est le correcteur localisé, mais on aurait pu utiliser l'outil tampon par exemple. Par exemple, là on va dire qu'il y a un grain de beauté ici. Donc déjà je vais diminuer la taille du curseur. Je vais venir cliquer ici. Donc je clique là pour sélectionner cette zone-là. Puis je vais venir peindre sur le grain de beauté. Donc ça va utiliser la couleur d'à côté pour peindre la zone que je souhaite remplacer. Pareil par ici. Bon voilà, ça c'est des exemples. Ensuite, on a d'autres trucs qui sont sympas. On va avoir l'outil ici. On a la densité moins ou la densité plus. Si vous faites clic droit dessus, vous pouvez basculer du mode densité moins au mode densité plus. En gros, pour résumer, la densité moins, ça va plutôt éclairer l'image. Et la densité plus, ça va plutôt assombrir l'image. Par exemple, si je veux que les yeux soient plus clairs, je vais pouvoir peindre un peu comme ça par-dessus. Alors là, je fais exprès d'exagérer, ce qui fait que c'est pas très beau. C'est juste pour vous montrer. Je fais exprès d'exagérer, et ça va vraiment mettre en valeur la zone. Voilà, là j'ai remis l'image d'origine, et vous voyez que on a donc cette densité moins qui va éclairer la zone. Donc le mieux, c'est de faire juste comme ça, un petit clic, histoire de faire quelque chose de très léger. Voilà, vous voyez, là, c'est très léger. Donc ça, c'est la densité... Je vous ai montré la densité moins, je peux vous montrer la densité plus. Moi, ce que je fais, c'est que la densité plus, je vais peindre un peu tout autour du visage, comme ça, pour assombrir le contour, et pour que l'œil se concentre uniquement sur le centre de l'image. Voilà, ça va vraiment permettre d'attirer le regard sur la zone qui est éclairée, et puis assombrir les zones qui sont moins importantes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour des outils ici. Ouais. Ben, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer un petit peu d'autres fonctionnalités. Alors le menu fichier, c'est classique. Vous pouvez créer un nouveau document, sauvegarder, ouvrir, enregistrer sous. Dans édition, j'ai pas grand-chose à vous dire. Vous avez notamment les préférences du logiciel si vous voulez modifier donc les quelques réglages de Photoshop. Dans Images, là, ça peut être intéressant. Dans Images, on va avoir Réglages. On a la luminosité et le contraste. Donc ça, luminosité et contraste, ça permet, comme le nom l'indique, de changer la luminosité et le contraste de l'image. Donc ça, je l'utilise énormément pour faire mes vignettes. On a les niveaux. Les niveaux, ça va vous permettre de jouer sur les zones claires et les zones foncées. Vous voyez, je peux mettre en valeur les zones foncées en décalant le curseur ici, comme ça. Et je peux également faire ressortir les zones plus claires en décalant le curseur de droite. Donc image, réglage, courbe. Les courbes, j'utilise également. Ça va vous permettre d'avoir un impact sur les couleurs. Vous pouvez cliquer sur la courbe pour la remonter ou la descendre, ce qui fait que vous allez pouvoir jouer sur les ombres et les lumières. Pareil, pour pouvoir mettre en valeur une image. En fait, ça dépend vraiment de l'image. Là, j'ai pas spécialement de conseils à vous donner. Vous avez juste à tester. Ça dépend vraiment de l'image sur laquelle vous travaillez. Il y a certaines images où il y aura besoin d'aucune retouche, d'autres où il faudra éclaircir, d'autres où il faudra assombrir. À vous de voir. Donc toujours dans Images, Réglages, l'exposition, ça va permettre pareil de jouer un peu sur l'éclairage. La vibrance, ça j'aime bien l'utiliser pour mes vignettes. La vibrance, ça permet de donner beaucoup plus de couleurs à vos images. Vous voyez, je peux passer d'une image terne à une image très colorée. Alors évidemment, il ne faut jamais utiliser des valeurs trop élevées quand vous utilisez les réglages de Photoshop. Mais voilà, j'aime bien mettre un peu de vibrance. La saturation, c'est la même chose que la vibrance, mais en beaucoup plus violent. En général, j'évite d'utiliser la saturation
ou je reste dans des valeurs comprises entre -5 et 5. Vous voyez, la saturation, ça va vraiment, comme le nom l'indique, faire saturer l'image. Sauf si vous voulez faire du noir et blanc, ça peut être utile. Ou si vous voulez faire un effet coup de soleil. Mais à part ça, j'utilise très peu la saturation. Je préfère utiliser la vibrance, qui est beaucoup plus délicate et ça va beaucoup moins abîmer l'image. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? La teinte et la saturation, c'est intéressant, ça permet de changer la teinte de l'image. Par exemple, si je veux passer en mode Shrek ou en mode Avatar, bah, j'ai la possibilité de jouer sur la teinte de mon image. Ça peut être utile dans certains cas. Par exemple, moi, des fois, je crée des jeux vidéo et je crée des petits monstres. Et les petits monstres, ils sont jaunes, verts et rouges. Et au lieu de les dessiner 3 fois, je vais les créer qu'une seule fois et jouer sur la teinte pour créer des variations. Si vous voulez faire varier votre image, mais que à un certain endroit, vous avez la possibilité de sélectionner une zone. À la limite, on peut faire X pour couper la zone, faire un nouveau calque, CTRL V pour coller la zone. Bon là, évidemment, c'est pas du tout, dans cet exemple-là, c'est pas du tout bien de faire comme ça, mais c'est pour vous montrer. Vous pouvez découper une zone de votre image, et ensuite, image, réglage, teinte, saturation, et vous avez la possibilité de modifier la teinte que sur la zone que vous avez sélectionnée. Ce qui fait que dans ce cas-là, bah, les cheveux ici ne sont pas impactés. Ça va impacter que le visage. Bon, voilà pour ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les deux calques ici, et je vais faire clic droit, fusionner les calques pour recréer un seul calque. Donc on en était où? On en était sur la teinte et la saturation. La balance des couleurs, c'est à peu près la même chose. Vous allez pouvoir un petit peu jouer sur les couleurs, mettre un peu plus de rouge, de vert, de bleu, de jaune. On peut basculer en mode noir et blanc. On peut appliquer des filtres. On peut passer en mode négatif. Le négatif, c'est un peu comme les diapositives qu'on avait à l'époque. Vous avez des réglages automatiques. La tonalité, le contraste, les couleurs, ça c'est des réglages automatiques et Photoshop va automatiquement ajuster les couleurs comme bon lui semble pour vous proposer un autre type de rendu. On peut modifier la taille de l'image, la rotation de l'image, on peut appliquer une rotation de 180, de 90, on peut faire une symétrie horizontale ou verticale. Voilà à peu près. Dans les calques, j'ai pas grand chose à vous dire. Le texte, pareil. Sélection, pas grand chose à vous dire. Dans les filtres, là, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. J'utilise de temps en temps du flou. En fait, le flou, ça me permet notamment le flou gaussien, comme ça me permet de flouter une image. Lorsque vous utilisez ce film, vous pouvez modifier le rayon pour plus ou moins flouter. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer un fond flou et mettre un texte net et clair devant. Ce qui fait que je peux créer des vignettes sympas comme ça avec un petit effet artistique. Donc voilà, vous avez du flou ici au niveau des filtres. Après, bon, il y a beaucoup de filtres différents. Ça, je pourrais vous laisser tester. Vous avez même une galerie des filtres qui va vous afficher plein de filtres disponibles. Et ça va appliquer des effets artistiques. Ça, je peux que vous inviter à tester en fait par vous-même. Ça dépend de ce que vous recherchez pour vos images. Il y a plein de possibilités. Et là, le mieux, c'est de suivre des tutos spécifiques sur ce type de filtre. Bon, voilà en tout cas pour cette image. Et vous voyez que par rapport à l'image originale, on a quand même changé pas mal de choses. On a quand même impacté pas mal de choses ici. Alors maintenant, lorsque vous voulez enregistrer votre travail et conserver une image, vous pouvez faire Fichier et là enregistrer sous, ce qui va vous permettre de sauvegarder. Et lorsque vous enregistrez votre image, vous avez le choix du format. Soit vous enregistrez au format Photoshop, donc ça va créer un document Photoshop pour tout simplement pouvoir réouvrir votre projet. Donc vous retrouverez tous vos réglages Photoshop, tous vos calques, tout votre travail.
Ça, c'est si vous voulez conserver votre travail et le modifier plus tard. C'est important d'avoir des copies pour vos projets. Et ensuite, si vous voulez vraiment exporter votre image pour l'utiliser sur un site internet ou autre, à ce moment-là, il faudra choisir un format d'image qui vous intéresse. Moi, j'utilise du PNG, mais le JPEG, c'est pas mal. Le PNG, la qualité est un peu meilleure et ça gère la transparence. Donc on peut se mettre en mode PNG et là on peut enregistrer l'image et, euh, et puis l'exporter donc sur ce format PNG pour pouvoir l'afficher sur un site web, une application mobile ou autre. Bon voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les bases de Photoshop. Je vous aurais montré vraiment les principaux outils, les trucs les plus couramment utilisés. Évidemment, ça fait beaucoup d'informations en peu de temps, et en plus, je vous ai montré qu'une toute petite partie de ce qu'il est possible de faire avec Photoshop. Mais voilà, c'était pour vous, pour faire une petite vidéo débutant, introduction, découverte. Avec ça, vous aurez déjà pas mal de choses à votre disposition pour pouvoir créer vos premiers visuels, notamment embellir des photos. Vous avez forcément des photos sur votre ordinateur, eh bien, retravaillez-les. Modifiez un peu l'éclairage, le contraste, la lumière, mettez des zones en valeur, corrigez les imperfections. Si jamais vous avez une photo de vacances et qu'en arrière-plan, il y a des touristes, par exemple, qui sont derrière vous, vous pouvez utiliser le correcteur localisé pour pouvoir les masquer. Voilà, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire pour vous entraîner, pour continuer de manipuler et pour apprendre Photoshop. Il n'y a que en pratiquant que vous allez vraiment pouvoir maîtriser tous ces outils-là. N'hésitez pas à revoir cette vidéo plusieurs fois, parce qu'évidemment, il y a trop d'informations, c'est impossible de tout retenir en une seule fois. Donc mon conseil, c'est faites des retouches de vos photos de vacances. Regardez cette vidéo plusieurs fois pour pouvoir appliquer les quelques conseils et astuces sur vos propres projets. Surtout abonnez-vous, ça c'est super important. Et puis voilà à peu près ce que j'avais à vous dire. C'est tout pour cette vidéo, et puis on se retrouve comme d'habitude pour d'autres tutos sur la chaîne.